et ceci dans un processus, là aussi, technologiquement à la pointe et propre. Aucun problème de marché. Ses clients sont là. Quel est son problème? Chaque année, ses meilleurs ingénieurs partent. Au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne. Chaque année, il a une perte de savoir-faire qu'il doit, avec une énergie incroyable, pouvoir compenser. Pourquoi ces ingénieurs partent? À chaque fois, ils viennent lui dire la même histoire. Monsieur Hacker, on adore travailler chez vous. Vous êtes formidable. Votre entreprise, on l'aime. Mais voilà, si on va en Belgique, si on va au Luxembourg, si on va en Allemagne, on va gagner 1,5 fois, 2 fois plus. On va avoir des possibilités pour nos familles que nous n'arrivons pas à garantir ici en France. Si je vous raconte cette anecdote, c'est pour vous dire que le potentiel vert de nos entreprises, il est là. Mais la compétitivité verte de nos entreprises, elle n'est pas là. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler en priorité. Pour réussir la croissance verte, il faut être engagé, pragmatique, mais lucide aussi. Lucide. Regardez en face les fardeaux qui pèsent sur nos entreprises comme il n'existe nulle part ailleurs. Je le répète sans cesse au point de dire que finalement nous ne cessons de dire la même chose, mais nous disons la même chose parce que les faits sont têtus. Oui, le taux de marge des entreprises françaises, PME, PMI, grandes entreprises, est en moyenne un des plus faibles de l'Union européenne et du monde occidental. Par rapport à l'Allemagne, il y a 10 points d'écart, dans le mauvais sens bien sûr, en matière de taux de marge entre les entreprises françaises et les entreprises allemandes. Nous avons donc, pour réussir la croissance verte, d'abord l'exigence de rétablir la compétitivité des entreprises françaises. Tout le monde le sait, ça passe par un travail sérieux, rigoureux sur les finances publiques. La RGPP qui a été engagée il y a 2 ans fait partie des progrès qu'on peut remarquer aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant, il ne faut pas relâcher l'attention. Et il ne faut pas se tromper non plus dans l'analyse. Bien sûr, nous avons tous des déficits lourds en ce moment, si on se compare, si on se benchmark d'un pays à un autre. Mais la part dans les déficits français de ce qui est structurel est beaucoup plus significative que celle que l'on peut observer dans la plupart de nos pays concurrents. Je crois que réussir la croissance verte, c'est premièrement ne pas oublier cette caractéristique de l'économie française et cette difficulté qu'ont les entreprises françaises à ainsi s'adapter aussi vite que parfois le reste du monde. Il n'empêche que nous avons beaucoup d'atouts. Je pense que tout au long de la journée, vous avez vu des patrons de grandes entreprises ou de moyennes entreprises françaises leaders dans leur domaine du développement durable, leaders à l'échelle européenne, voire mondiale. On le sait notamment pour l'eau, par exemple, mais dans beaucoup d'autres domaines. Et nous sommes engagés. Je voudrais que vous sachiez bien que le MEDEF, avec Jean-Pierre Clamadieu notamment, a soutenu à Bruxelles les objectifs de l'horizon 2020. Nous sommes engagés, je ne sais pas si ça a été évoqué tout au long de cette journée, mais il est probable que ce sont les 400 groupes miroirs du MEDEF, organisés par le MEDEF, qui ont apporté la contribution la plus décisive dans le Grenelle de l'environnement. Beaucoup d'idées qui, in fine, ont émergé du Grenelle de l'environnement proviennent de ce travail. Cet engagement,
nous ne le renions pas, et au contraire, nous le confirmons et nous l'affirmons à chaque instant. Mais pour gagner, il faut aussi être réaliste, pragmatique et efficace. Par exemple, je crois qu'il serait tout à fait illusoire de penser que résoudre les problèmes de pollution globale avec une approche purement locale, c'est une erreur, c'est même une impasse. Attention à ne pas vouloir, à force d'être les premiers, in fine, nous handicaper plus que tous les autres. D'autant plus que le succès parviendra avant tout par l'innovation, par les nouvelles technologies. Tout ceci requiert des taux de marge, des réserves, des ressources que parfois nous avons bien du mal à dégager. Je voudrais dire aussi que l'instauration d'un marché des quotas d'émissions de gaz à effet de serre en Europe, ça c'est une approche utile et responsable, car évidemment de tels marchés donnent les signaux nécessaires sur les prix et révèlent des coûts qui sont parfois en réalité cachés. Je crois qu'il faut mettre en avant des concepts comme ceux de la meilleure technologie disponible. Et puis je dirais aussi, et dans une logique d'économie de marché, qu'il faut se donner les moyens, trouver les instruments, les indicateurs de la bonne information, de la transparence de l'information. Si on veut être sûr d'acheter un produit écologique, un produit vert, il faut être certain d'avoir l'information qui nous permette de bien le caractériser dans son côté green. Quand j'achète aujourd'hui un t-shirt bio, organique, comme diraient les Américains, c'est très bien. A priori, c'est peut-être mieux qu'un t-shirt fabriqué à partir d'un coton produit dans une ferme classique. Parce que dans cette ferme, je me dis que probablement on a utilisé des pesticides terriblement destructeurs pour le sol. Mais mon coton bio, dans quelle mesure il n'a pas utilisé des quantités d'eau bien supérieures encore que mon t-shirt produit avec du coton classique? En réalité, le choix est bien souvent difficile à faire. Donc si on veut vraiment aller de plus en plus vers du vert et du vrai vert, ça suppose une forme d'intelligence économique, une transparence de l'information, une exhaustivité de l'information. Tout ceci me semble tout à fait nécessaire et même primordial, peut-être plus que d'engager des démarches seules, d'une manière isolée. Et pour revenir sur ce danger de la démarche isolée, nous sommes tous en train de réfléchir, de préparer Copenhague, d'apporter nos propositions, nos réflexions, nos contributions sur ce grand sommet de la fin de l'année. Évidemment, nous souhaitons un accord à Copenhague. Mais attention, que vaudrait un accord qui, par exemple, fixe des objectifs à un horizon 2050, comme le voudraient les Américains, alors que nous-mêmes, nos objectifs fixés à l'échelle européenne s'arrêtent à 2020. Vous voyez bien, dans ce cas-là, le formidable, au sens étymologique du mot, handicap de compétitivité. C'est pour ça que nous sommes troublés sur la taxe carbone. Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, nous avons défendu le principe de l'étude d'une taxe carbone. Et puis ensuite, dans la commission de Michel Rocard, Jean-Pierre Clamadieu a accepté le principe aussi d'une taxe, mais à condition qu'elle remplisse bien sa fonction initiale, prévue à l'origine et théorique, d'effet prix, et non pas de rendement budgétaire. Or aujourd'hui, pour les entreprises, la conception de cette taxe carbone n'aura aucun impact sur les processus, les évolutions des
des modes de fabrication. En revanche, évidemment, notamment pour les petites et moyennes entreprises, ce sera un coût de production supplémentaire et qui n'aura pas le bénéfice d'avoir une compensation mise en face.